Bonjour, bonjour chers élèves. On se retrouve aujourd'hui aussi comme d'habitude pour évoquer des problèmes de mathématiques. Ici, ce qui nous intéresse cette fois-ci, c'est le chapitre concernant les généralités sur les fonctions et les fonctions polynômes du second degré, surtout les fonctions trinômes du second degré. On verra pourquoi on parle de trinôme. Trinôme, c'est un mot français tout simplement, mais que les mathématiciens ont adopté pour eux, pour en désigner quelque chose de très clair. Et monôme, binôme, trinôme, tout ça. Bon. Maintenant, ici dans ce chapitre, dans la première partie, on va parler des fonctions. On nous parle de, donc le titre du chapitre est la fonction et généralité sur les fonctions et polynôme du second degré. Bon, classe seconde, qu'on aborde en seconde et en première. Mais maintenant, grand 1, on va parler des fonctions. Petit 1, égalité de fonction. Attention, fonction, on vous a déjà donné la définition d'une fonction en classe de 3e en principe. Avant de parler d'application affine, on doit vous préciser pour que vous sachiez, que vous maîtrisiez ce que c'est la notion d'application. Il fallait d'abord que vous sachiez ce que c'est qu'une fonction, parce qu'une application c'est une fonction mais particulière. Et on vous a donné d'abord la définition d'une fonction en vous disant qu'une fonction est une correspondance par laquelle tout élément de l'ensemble de départ a au plus, au maximum, une image. C'est déjà dans les suites que j'ai abordées, dans les chapitres que j'ai abordés pour le niveau 3e, pour les élèves de 3e. Vous trouverez là-bas la définition. Ici maintenant, c'est des généralités sur la fonction, sur les fonctions qui nous intéressent ici. Donc ici, on a dit égalité de deux fonctions. Une fonction f définie sur d de f et une fonction g définie sur d de g sont égales si, on a dit deux conditions, ici il y a deux conditions, quand on met le S, ça veut dire que ces deux conditions doivent être vérifiées en même temps. Si d de f égale d de g, autrement dit le domaine de définition de la fonction f est égal au domaine de définition de la fonction g, et en plus, si f de x égale g de x. Il ne faut pas voir seulement dans l'écriture l'expression analytique de f et l'expression explicite de g, vous voyez l'égalité, vous dites que non, ces deux fonctions sont égales. Non, ça ne suffit pas, il faut deux conditions. Il faut d'abord que leur domaine de définition soit les mêmes, donc sont égaux. Et domaine de définition, on vous a dit, par exemple, le domaine de définition d'une fonction, c'est l'ensemble des réels qui ont une image par cette fonction. C'est ça qu'on entend par domaine de définition d'une fonction, l'ensemble des réels qui ont une image par cette fonction. D'accord? Cet ensemble peut être écrit sous la forme d'un ensemble. C'est une partie, de toute façon, c'est une partie, c'est R ou une partie de R. D'accord? Un domaine de définition d'une fonction. Donc c'est R ou bien une partie de R. Ça peut être un intervalle de R, etc. Mais par exemple, la fonction racine carrée de x, racine carrée de x n'existe que si x est un réel supérieur ou égal à 0. Parce que c'est ça la définition de racine carrée que vous avez vue depuis la classe de 3e. Donc si x est supérieur ou égal à 0, donc autrement dit, mais x supérieur ou égal à 0, ça veut dire R plus, autrement dit l'ensemble des réels positifs. Et 0 fait partie des réels positifs. On vous a dit depuis la classe de 6e que 0 est positif et négatif en même temps. Mais alors que si on vous dit 1 sur x, attention, un dénominateur, comme on l'a dit d'abord en 6e quand on parlait des fractions, en 5e aussi, le dénominateur ne peut pas être nul. Donc ça veut dire que tout nombre réel peut avoir une image sauf 0. Donc là-bas, si on vous dit 1 sur x, par exemple, la fonction 1 sur x, son domaine de définition, c'est R étoile. Ça veut dire que c'est tous les réels privés de 0. Autrement dit, moins l'infini 0, ouvert en 0, union 0 plus l'infini, ouvert toujours en 0. Et donc, une fonction f définie sur d de f et une fonction g définie sur d de g sont égales si le domaine de définition d de f égale d de g et si en même temps aussi f de x égale g de x. Mais deuxièmement, on parle d'opération sur les fonctions. F est soit f et g deux fonctions définies sur d, un ensemble de définition d. On a f plus g de x égale f de x plus g de x. Et f fois g de x égale f de x fois g de x. 1 sur f de tout de x égale 1 sur f de x. Et f sur g de x égale f de x sur g de x. Voilà les opérations. Donc si on a les opérations, on parle de ça, vous savez que c'est ces égalités qu'on a. Pour f plus g de tout de x, c'est f de x plus g de x. Maintenant, pour la 3, fonction composée d'une fonction. Composition de deux fonctions. Un composé de deux fonctions. On dit soit f une fonction définie sur l'ensemble i. Et j'ai une fonction aussi définie sur l'ensemble j. Tel que
tel que ça veut dire pour K, condition que pour X, pour tout X appartenant à I, on a f de X appartient à J. J qui est l'ensemble de définition de la fonction G. Dans ce cas, on appelle composé des fonctions f et g la fonction notée g rond f. La fonction notée g rond f. Cette fonction, elle est définie où? Elle est définie sur I. Elle est définie sur I, tel que g rond f de x, c'est égal à g de f de x. On a pris ici des exemples en fonction. Ça veut dire que g rond f de x égale g de f de x. Et ensuite, pour x appartient à I, f de x appartient à j. Donc g rond f est défini sur I, qui est l'ensemble de définition de la fonction f elle-même. Ben, exemple, on dit ici, on donne f de x égale 2x plus 1 et g de x égale x au carré plus 3. f de x étant une application affine, si vous vous rappelez, bien la classe affine, et puis la classe troisième, on s'en a parlé. Cette application affine, elle est définie sur R1. Ici, g de x égale x au carré plus 3, x au carré plus 3 est défini pour tout réel aussi. D'accord? Bien. Ici, on dit g rond f de x. Calculer g rond f de x. Donc, c'est g de f de x. Autrement dit, à la place de x, nous allons mettre f de x. Donc, dans l'expression de g, là où on voit x, maintenant, c'est f de x qui prend la place de x. Donc, dans l'expression de g, on avait x au carré. Donc, à la place de x au carré, on va mettre donc f au carré. Donc, f c'est quoi? C'est 2x plus 1. Donc, ce sera 2x plus 1 le tout au carré. Parce que dans l'expression de g, on a x au carré. À la place de x, maintenant, on mettra f. Ça fait donc, f c'est quoi? C'est 2x plus 1. Donc, c'est 2x plus 1 au carré plus 3. Bon, si on développe, ça fera 4x au carré plus 4x plus 1 plus 3, ça fait plus 4. Mais, de même, on peut faire aussi f rond g de x. Hein. F rond g de x égale f de g de x. Donc, à la place de x dans l'expression de f, dans l'écriture de f, on mettra g de x. L'écriture de f où c'est 2x plus 1. Donc, à la place de x, on va mettre g de x. Et g de x, c'est quoi? C'est x au carré plus 3. On mettra donc 2 facteur de x au carré plus 3. Et ensuite, il y a plus 1, plus 1. Si on développe ici, ça fait 2x au carré plus 6 plus 1. 2x au carré donc plus 7. Voilà donc ce qu'on pourrait dire sur g rond f, les fonctions, la composée de deux fonctions. Mais ici, on nous parle de 4 sens de variation. Hein. Le sens de variation, vous avez déjà vu ça en classe de 3e. On vous disait qu'une fonction, quand on parlait des applications affines, une application affine est croissante. C'est-à-dire que si une fonction est croissante, si x1 et x2 appartiennent tous au domaine de définition, si x1 est inférieur à x2, alors f de x1 est inférieur aussi à f de x2, ou bien si x1 est supérieur à x2, alors f de x1 est supérieur à f de x2. Est constante aussi si x1 est inférieur à x2 ou bien x1 supérieur à x2, alors f de x1 égale f de x2. Donc vous avez vu ça déjà depuis la classe de 3e, on vous en parle pas maintenant. On parle ici de sens de variation de deux fonctions. Si K, bon, on vous a dit soit f et g, deux fonctions définies sur un ensemble D, de définition D. Maintenant, K est un réel et K appartient à R, donc K est un nombre réel. Donc, si K est supérieur à 0, alors Kf, si K est un réel, maintenant, un réel, ça peut être positif comme ça peut être négatif. Hein. Maintenant, si K est supérieur strictement à 0, alors la fonction Kf, k fois f, ou Kf, tout simplement, et f ont le même sens de variation. Ça veut dire si f est croissante, alors Kf aussi est croissante. Ou bien si f est décroissante, Kf aussi est décroissante. Du moment que K est supérieur à 0. Mais si K est inférieur à 0, alors Kf, la fonction Kf, et f ont des sens de variation contraires. Et ensuite, si f est croissante, alors Kf est décroissante lorsque K est inférieur à 0. Mais maintenant, on note aussi, si f est croissante sur D, et g aussi est croissante sur D, alors la fonction f plus g est aussi croissante sur D. On note aussi, donc si les deux fonctions sont croissantes en même temps sur D, alors leur somme aussi est croissante sur D. Si f est décroissante sur D, et g aussi est décroissante sur D, alors f plus g aussi est décroissante sur D. Si toutes les deux fonctions sont décroissantes en même temps sur D, leur somme aussi est décroissante sur D. Maintenant, si f est croissante sur D et g croissante aussi sur D, alors ici on parle de la composée des deux fonctions. Et g rond f est croissante sur D.
Les deux f et g sont croissantes sur D, leur composé est croissante sur D. Ici, si f est décroissante sur D, et g aussi est décroissante sur D, alors leur composé est croissante. Autrement dit, toutes deux sont décroissantes. Ne dites pas alors que g rond f est décroissante. Non, non, non. Toutes deux sont décroissantes, alors leur composé est croissante. Donc, si toutes les deux fonctions ont le même sens de variation, si elles sont toutes deux croissantes, leur composé est croissante. Si elles sont toutes deux décroissantes, leur composé est croissante. Maintenant, si f, on vient de parler, hein, si f est décroissante, si f est croissante sur D et g décroissante sur D, ou f décroissante et g croissante, autrement dit, si les deux fonctions, si elles ont des sens de variation contraires, hein, si l'une est croissante alors que l'autre est décroissante, ou bien si l'une est décroissante alors que l'autre est croissante, alors le composé est décroissant. Donc la composée, elle est croissante si les deux fonctions ont le même sens de variation. Autrement dit, si elles sont toutes deux croissantes en même temps, ou bien si elles sont toutes deux décroissantes en même temps, alors leur composé est croissant. Mais si elles ont des sens de variation contraires, alors le composé est décroissant. D'accord? Donc voilà ce qu'on avait à dire sur cette. Maintenant, petit 5, parité, hein? Fonction paire, parité, périodicité. Fonction paire ou fonction impaire, on entend par parité, ou bien fonction périodique. D'accord? Ben, on nous dit 5.1, le premier point de 5, à parité. Une fonction f définie sur DDF est paire, P-A-I-R-E, paire, si pour x appartient à DDF, donc pour tout x, pour tout réel de DDF, son opposé aussi, moins x, aussi appartient à DDF. Il faut cette condition, et en même temps l'autre. Et ensuite, f de moins x, f de l'opposé de x égale f de x. Donc x et son opposé ont la même image par f. Donc à ce moment, on dit que la fonction est paire. Hein? Donc si, il y a deux conditions. Si le réel appartient à DDF, son opposé aussi doit être sur DDF. Et en même temps aussi, il faut que f de moins x soit égal à f de x pour que la fonction soit qualifiée de fonction paire. Donc ici, maintenant on nous parle de fonction impaire. Une fonction f définie sur DF, qui est le domaine de définition de la fonction f, est impaire si pour x appartient à DF, alors moins x, qui est l'opposé de x, aussi appartient à DF. Et en même temps, f de moins x égale opposé moins f de x. Donc voilà, pour qu'une fonction aussi soit impaire, il faut ces deux conditions. Si x, pour tout réel appartenant au domaine de définition, son opposé appartient au domaine de définition, et aussi f de moins x égale moins f de x. Voilà pour la fonction impaire. Et pour la périodicité 5.2, soit f une fonction définie sur DDF, et t, grand T, un réel. Ben, la fonction f est du périodique, de période t, de période grand T, si pour x appartient à DDF, si pour x appartient à DDF, alors x plus t, excusez-moi, alors x plus grand T aussi appartient à DDF. X plus grand T appartient à DDF et f de x plus grand T égale f de x. Donc ces deux conditions doivent être réunies en même temps pour que la fonction soit périodique. Si x appartient de période t, si x appartient à DDF, alors x plus t appartient à DDF et f de x plus t égale f de x. 6. Fonctions associées. Aux fonctions associées, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est des fonctions qui sont qu'on peut tirer, enfin, dont on a une expression à partir d'une autre fonction. Par exemple, ici on dit ça f, g et h, trois fonctions définies sur D. Mais on dit si g de x est exprimé en fonction de f de x, a est un réel, hein? Petit a est un réel. Si g de x égale f de x moins a, f de x moins a, alors la courbe représentative de g se déduit de la courbe représentative de f par la translation de vecteur a, vecteur i, a fois vecteur i. Vous avez vu depuis la classe de troisième le produit d'un vecteur par un réel. Hein? Ici, ce sera donc a, vecteur i. Attention, c'est le signe moins qui est devant le a. Hein? Donc c'est le a qu'on prend, a vecteur i. Donc la courbe représentative de g dans ce cas est l'image de la courbe représentative de f par la translation de vecteur a vecteur i. Ce vecteur, bien entendu, comme il s'écrit a vecteur i, et vecteur i étant le vecteur unité sur l'axe des abscisses,
Ça veut dire que ce vecteur est un vecteur collinaire à l'axe des est un vecteur collinaire à l'axe des abscisses, c'est le vecteur A, vecteur I. Et puis par une translation de vecteur collinaire au vecteur I, les ordonnées ne changent pas, c'est seulement les abscisses qui vont changer. Parce que le vecteur A, vecteur I aura pour abscisse A, mais pour ordonnée 0. Ben maintenant, si h de x est égal à f de x plus b, alors on dit la courbe représentative de la fonction h est l'image de la courbe représentative de la fonction f par la translation de vecteur bj, vecteur bj, b, vecteur j. Ce vecteur b, vecteur j est un vecteur collinaire, donc un vecteur unité de l'axe des ordonnées. D'accord? Et dans ce cas, les abscisses ne changent pas, mais c'est les ordonnées qui vont changer. Mais maintenant, on dit si p de x égale à f de x moins a plus b, alors la courbe représentative de p est l'image de la courbe représentative de f par la translation de vecteur, attention, vecteur AI plus vecteur bj. Donc voilà ce qu'on nous dit des courbes de fonctions associées. Bien, ici, grand 2, maintenant, on va parler de trinôme du second degré. Mais avant de parler de trinôme, on parle d'abord de fonction polynôme. Bien, petit 1, premier point du petit 1, définition. Une fonction f définie sur R, est une fonction polynôme ou polynôme s'il existe, le petit n appartient à grand N, donc s'il existe petit n entier naturel, tel que est des réels a n, virgule a n moins 1, etc. jusqu'à a 0, tel que f s'écrit f de x égale a n x puissance n plus a n moins 1 x puissance n moins 1 plus jusqu'à ainsi de suite jusqu'à a 0. C'est-à-dire à chaque fois, l'exposant est en train de décroître. Ici c'était n, ici c'est n moins 1, le suivant donc vous comprenez c'est n moins 2 et ainsi de suite, n moins 3 jusqu'à ce qu'on atteigne a 0, c'est x puissance 0. 0 c'est n moins n, d'accord? Donc voilà donc une fonction f définie sur R, donc une fonction polynôme définie sur R, une fonction polynôme définie sur R, est une fonction polynôme ou polynôme s'il existe un nombre petit n entier naturel et des réels à n jusqu'à a0, des réels à n ainsi de suite jusqu'à a0, tel que f de x s'écrit an x puissance n plus an moins 1 x puissance n moins 1 plus, si vous voulez, an moins 2 x puissance n moins 2 plus an moins 3 x puissance n moins 3 plus jusqu'à a0. a0 c'est a0 x puissance n moins n. Mais n moins n c'est x puissance 0. Si x est différent de 0, x puissance 0 c'est 1. Ça vous l'avez vu depuis la classe de 6e. On est en seconde première maintenant. Bien, exemple, on dit d'abord que an, les réels an, etc. jusqu'à a0 sont les coefficients du polynôme. Mais maintenant, exemple, le polynôme p de x égale 8x puissance 4 plus x au carré moins 3x plus 5. C'est un polynôme, une fonction polynôme. Ici, on va dire que 8x puissance 4 est un monôme, un seul est un monôme de degré 4 et de coefficient 8. Ici, x au carré est un monôme de degré 2 et de coefficient, puisqu'on en a fait une fois, le coefficient ici, donc c'est 1. C'est une fois x puissance 2, mais x1 est l'élément de la multiplication. D'accord? Moins 3x, c'est un monôme de degré. Et x, c'est x puissance 1. Ben, donc c'est un monôme de degré 1 et de coefficient moins 3. Ben, plus 5, c'est une constante, on va dire que c'est un monôme. Tout réel est un monôme de degré 0. Parce que c'est 5 fois x puissance 0, x différent de 0. Parce que vous avez vu a puissance 0, si a est différent de 0 depuis la classe de 6e, 5e, que c'est égal à 1. C'est comme si on avait 5 fois 11, a puissance 5 fois x puissance 0. Donc ici, pour l'autre qx égale 0x puissance 11 plus 2 tiers de x puissance 2 moins 5x plus 4. Bien, 0x puissance 11 est un monôme de degré. L'exposant de x, c'est lui qu'on appelle degré. X de degré 11 et de coefficient 0. Le réel par lequel on a multiplié le x, c'est lui qu'on appelle le coefficient. Plus 2 tiers de x puissance 8, c'est un monôme de degré 8 et de coefficient plus 2 tiers ou 2 tiers. Moins 5x, c'est un monôme de degré 1, puisque x est x puissance 1, et de coefficient moins 5. Plus 4, c'est un monôme de degré 0
puisque c'est 4x puissance 0 plus x différent de 0. Donc, c'est un monome de degré 1, de degré 0, excusez-moi, hein, de coefficient 4. Ben, R de x égale x plus 1. C'est aussi un polynôme, hein, composé de d'une somme de deux termes. Hein. C'est pourquoi ceci, si on veut, on peut l'appeler binôme. D'accord? Parce qu'il y a deux binômes. Ben, x plus 1, x est un monome de degré 1, et 1 c'est un monome de degré 0, et de coefficient 1. X est un monome de degré 1, et de coefficient 1. Ici, 1 est un monome de degré 0 et de coefficient 1. Ben, on parle ici de degré d'un polynôme. Le degré d'un polynôme est le degré du monome de plus grand degré, à condition que le coefficient de ce monome soit non nul, ne soit pas égal à 0. D'accord? Donc, c'est le degré du monome de plus grand degré dont le coefficient est non nul. Hein? D'accord? Par exemple, si on prend Q de x, on ne va pas dire que le degré de Q c'est 11. Hein? Pourquoi? Parce que le coefficient de ce monome c'est 0. Donc son degré ce n'est pas 11, mais c'est plutôt 8, le degré de Q. Le degré de P c'est 4, le degré du polynôme P, puisque 8x puissance 4 est le monome de plus grand degré, et 8 n'est pas nul, donc le degré de P c'est 4. Mais ici le degré de Q ce n'est pas 11, pourquoi? Parce que le coefficient ici c'est 0. Donc on veut dire ici donc que le degré c'est 8, le degré de Q. Le degré de R, ben, le monome de plus grand degré c'est x puissance 1 ici, hein, parce qu'ici le degré c'est 0. Donc, ici le degré de R c'est 1. Ben, maintenant on va à 3 polynômes nuls. Si AN, donc les coefficients dont on avait parlé là, AN égale AN moins 1 égale, etc. jusqu'à A0 et c'est égal à 0, ça veut dire que tous les coefficients sont nuls. Hein. Lorsque tous les coefficients sont nuls, ça veut dire que ce polynôme auquel on a affaire, c'est le polynôme nul. Alors f de x est le polynôme nul. D'accord? Bien, 1.4 polynômes égaux. F de x égale an puis x puissance n plus etc. jusqu'à a0. Et g de x égale bn x puissance n plus bn moins 1 x puissance n moins 1, vous avez compris, plus b0 jusqu'à plus b0 sont deux polynômes égaux si deux coefficients sont égaux. Si an égale bn, les coefficients des monômes de même degré sont égaux. Donc an et bn sont les coefficients des monômes de même degré, de degré n, ils sont égaux. D'accord? an moins 1 et bn moins 1 sont les coefficients des monômes de degré n moins 1, donc ils sont égaux. Ainsi de suite, et a0 égale b0. Ce sont les coefficients des monômes de degré 0, ils sont égaux. Bien, par racine d'un polynôme, on nous dit que le réel alpha est racine du polynôme P si P de alpha égale 0. Par exemple, ici, on pose le polynôme P de x égale x au cube moins 1. Voilà. P de 1, si on remplace x par 1, ce sera 1 au cube moins 1. 1 au cube c'est 1, donc 1 moins 1, ça fait 0. Donc on va dire que ici 1 est racine de P de x qui vaut x au cube moins 1. Voilà ce qu'on entend par racine d'un polynôme. Et ici maintenant, par deux petits deux, on va parler du trinôme du second degré. Second degré, c'est clair, on a parlé de degré de polynôme tout à l'heure. Bon, second degré, ça veut dire qu'on a affaire à un polynôme de degré 2. C'est tout. Pourquoi trinôme maintenant? Alors, la définition nous dit que ax au carré plus bx plus c est un trinôme avec a différent de 0, bien entendu, est un trinôme du second degré. Pourquoi a différent de 0? Parce que si a n'est pas différent, si a égale à 0, on n'a plus un monôme. Le monôme de degré 2, il a son coefficient nul. Dans ce cas, le polynôme, qui est ici trinôme parce qu'il y a 3. Il y a une somme de 3 éléments, de 3 monômes. Hein. Une somme de 3 monômes, d'où le nom trinôme. Hein. On peut dire trinôme 2, trinôme, ou bien on peut dire aussi polynôme de degré 2. Hein. C'est la même chose. Donc trinôme de degré 2, à condition que le a soit différent de 0. Parce que si a est égal à 0, ce monôme-là, de degré 2, aurait pour coefficient 0, donc ça ne peut pas être le 2 ne peut pas être le degré du polynôme. Donc ce serait peut-être ici, x puissance 1, que serait peut-être le degré du polynôme. Donc, trinôme, donc parce qu'il y a 3 monômes, et trinôme de degré 2. Attention, trinôme de degré 2 pour a différent de 0. Alors ce qu'on a dit donc, la division ax au carré plus bx plus c est un trinôme avec a différent de 0.
est un trinôme du second degré. Maintenant, de forme canonique. Forme canonique. Ça renvoie à ce qu'on va trouver ici. Donc on nous a dit ax au carré plus bx plus c, puisque a est différent de 0, on peut mettre en facteur 1. Et n'oublions pas, par exemple si j'ai le nombre 2, je peux dire que c'est la même chose que 3 fois 2 c'est 3. Le 2, je le multiplie par 3, je divise par 3, c'est toujours égal à 2. Hein. 2, je le multiplie par 3, et je le divise par 3, c'est toujours égal à 2. De même que 5, je le multiplie par 7, et je divise par 7, c'est toujours 5. Parce qu'on va simplifier par 7. Ici, c'est la même chose. Hein. Si, puisque on a mis a en facteur ici, ça veut dire que ax au carré, puisqu'on a mis a en facteur, ça veut dire qu'on multiplie a par tous les termes de la parenthèse. Hein. Mais donc, ax au carré, on va le diviser par a, qu'on a mis en facteur, plus bx, qu'on va diviser aussi par a, qu'on a mis en facteur, puisqu'on multiplie par a, on divise aussi en même temps par a pour avoir toujours le même bx, hein, si on simplifie par a. Plus c sur a, parce qu'on a multiplié par a, donc il faut diviser par a. Donc finalement, a étant tout différent de 0, on le sait depuis la définition. Donc ça, ici en simplifiant par a, ça fait x au carré. Ici, plus b sur ax, plus c sur a. Maintenant, ça fait x au carré. Ben, on multiplie par 2, on divise par 2, c'est la même chose, hein, on n'a pas modifié, c'est comme si on a multiplié par 1. D'accord? Donc plus 2 demi fois b sur a, x, plus b au carré sur 4a carré, moins b au carré sur 4a carré. C'est un jeu, hein, en mode qu'on fait souvent. 2 moins 2, c'est 0. Hein. Donc c'est le 0 qu'on avait ici, le 0, on a remplacé par b au carré sur 4a carré, moins b au carré sur 4a carré. Ça veut dire qu'on n'a rien changé. Hein. C'est ce qu'on avait seulement qu'on a maintenu parce que tout ça, ça vaut 0. Le 0 est l'élément neutre de l'addition, n'oubliez pas. Mais maintenant, plus c sur a. Mais ceci, x au carré plus 2b sur 2ax, hein, c'est comme si, plus b au carré sur 4a carré, si on regarde que ça. Ça me rappelle ce que vous avez vu depuis la classe de 4e, a au carré plus 2abx plus b au carré. Ce qu'on a ici, hein, ce qui joue le rôle de a c'est x, ce qui joue le rôle de b c'est b sur a. D'accord? Donc c'est la même chose que, donc c'est x au carré, donc c'est la même chose que c'est x au carré plus b sur 2a de tout au carré. X plus b sur 2a donc de tout au carré. Si vous développez, bien sûr, vous verrez, c'est x au carré plus 2 fois b x de tout sur 2a, ce qui est ça, plus b au carré sur 4a carré. Avec maintenant le moins b au carré sur 4a carré, plus c sur a qui reste ici dans hein. Donc ça fait donc, ceci donc, x plus b sur 2a de tout au carré, moins, ici on a dit moins, parce que plus c'est moins, hein. Soustraire c'est ajouter l'opposé, mais ajouter aussi c'est soustraire l'opposé, hein, si vous voulez. Moins b au carré sur 4a carré, on avait plus c sur a, mais plus c sur a c'est la même chose que moins c sur a. Donc, ce qui fait qu'on met le moins en facteur, ça fait moins, trait de fraction, b au carré, qui reste ici. Ici on a enlevé le moins, il reste quoi? Moins c. Donc ça fait b au carré moins 4ac, en réduisant le dénominateur parce qu'ici on avait a1. 4a carré, par quel nombre faut-il multiplier a pour avoir 4a carré? Par 4a. On multiplie a par 4a pour avoir 4a carré. Donc on multiplie le dénominateur et le numérateur tous par 4a. Ça fait donc 4ac sur 4a carré. Donc finalement, voilà ça ce qu'on entend par forme canonique d'un trinôme du second degré. Maintenant, racine d'un trinôme du second degré. Ax au carré plus b plus c, ce qu'on avait écrit précédemment, c'est là, hein, a facteur de x plus b sur 2a au carré, moins b au carré moins 4ac sur 4a carré. Donc on a dit que b au carré moins 4ac, c'est ce qu'on appelle delta. Hein. Delta, c'est le discriminant. C'est le discriminant, hein, delta, c'est le discriminant de ce trinôme du second degré. Maintenant, b au carré moins 4ac, c'est un réel. Un réel, ça peut être positif, ça peut être aussi négatif. On est dans le cas où on a supposé que b au carré moins 4ac est supérieur strictement à 0. Alors dans ce cas, b au carré moins 4ac, c'est égal à la racine de delta de tout au carré, puisque c'est un nombre positif, delta est positif, parce que delta est égal à ça qui est positif. Donc on a le droit d'écrire racine de delta au carré, parce qu'on nous a dit qu'on parle de racine carrée d'un nombre positif depuis la classe de 3e. Hein. Donc ce qui fait que on a ainsi donc ax au carré plus b plus c s'écrit a facteur de x plus b sur 2a moins racine, parce que, attention, n'oubliez pas depuis la classe de 4e, hein, on vous a dit que x au carré moins a au carré se factorise en, c'est une différence de 2 carrés. Ça se factorise en x moins a, facteur de x plus a. X au carré moins 9, ça factorise en x moins 3, facteur de x plus 3.
Parce que x au carré moins 3 au carré. Ici aussi, c'est la même histoire, toujours qu'on continue, hein, on n'invente rien. Donc, ce qui fait que ceci, c'est une différence de 2 carrés, puisque ça, c'est le carré de racine carrée de delta. Donc, on a dit, c'est x plus b sur 2a moins racine carrée de delta sur 2a, facteur de a moins b, facteur de a plus b. D'accord? Ben, c'est un produit de plusieurs facteurs. Il est nul, on sait que a est différent de 0, donc a ne peut pas être égal à 0. Mais par contre, chacun de ces deux facteurs peut être nul. L'un des facteurs ici, c'est x plus b sur 2a égale donc racine carrée de delta sur 2a, si changement. Si moins racine carrée de delta sur 2a, changement. Et l'autre, x plus b sur 2a égale, ceci changement, ça devient, change de signe, ça fait moins racine carrée de delta sur 2a. Ce qui fait que, ici, la racine ici, on l'appelle x1 par exemple, x1 égale à, plus b sur 2a, changement, change de signe, égale moins b sur 2a, plus racine carrée de delta sur 2a qui était là, dans l'angle droit. Et comme ils ont le même dénominateur, donc, ce sera moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Même chanson ici aussi, plus b sur 2a changement, ce sera moins p sur 2a. Et maintenant, il va trouver le moins racine carrée de delta sur 2a. Ça fait donc moins b, moins racine carrée de delta, de tout sur 2a. Voilà donc, si delta est supérieur strictement à 0, le trinôme a deux racines distinctes, que sont x1 et x2. Le trinôme donc, ax au carré plus b plus c, a deux racines distinctes, que sont x1 et x2, à condition que delta soit supérieur strictement à 0. D'accord? Point. Bien, on a toujours le trinôme du second degré. Donc ici, on dit si delta égale b qui est égal à, on a déjà dit, le discriminant qui vaut b au carré moins 4 c. S'il est nul, alors on a dans ce cas ax au carré plus bx plus c est égal à a facteur de x plus b sur 2a le tout au carré. On va pas mettre le reste. Le reste, puisque le numérateur est nul, vous avez vu depuis la classe de 6e, quand on parlait des fractions, et ensuite des quotients après, on a dit si une fraction a son numérateur qui est nul, cette fraction est égale à 0. Ou bien si un quotient a son numérateur qui est nul, cette quotient vaut 0. Donc, puisque b au carré, on aura mis moins b au carré moins 4ac, c'est déjà 0. Donc, il ne reste plus rien ici, c'est que 0. 0 est l'élément neutre de l'addition. Donc, il reste donc en fin de compte a facteur de x plus b sur 2a le tout au carré. Maintenant, a facteur de x plus b sur 2a, le tout au carré, donc égale 0, puisqu'on cherche les racines. Ça fait donc, ça équivaut à a facteur de x plus b 2a, b sur 2a, facteur de x plus b sur 2a égale 0. Ah, vous savez qu'a au carré, on cesse de le dire depuis la classe 6e, a au carré c'est a fois a, b au carré c'est b fois b, 7 au carré 7 fois 7, donc x plus b sur 2a, le tout au carré, c'est x plus b sur 2a, facteur de x plus b sur 2a. Donc, un produit de plusieurs facteurs est nul si l'un au moins des facteurs est nul, ce qu'on vous chante depuis la classe de 6e, 5e. Donc, vous avez x plus b sur 2a égale 0, ou l'autre facteur, c'est x plus b sur 2a égale 0. Tiens, x plus b sur 2a égale 0, ou bien x plus b sur 2a toujours égale 0. Mais, ce que donne ici, donc, ici, on aura, si b sur 2a change de membre, ça fait x égale moins b sur 2a. Ici aussi, si b sur 2a change de membre, on aura x égale moins b sur 2a. Ce qui fait que pour ici, on aura x1 égale moins b sur 2a. Pour ici, on aura x2 égale moins b sur 2a. Donc ça veut dire que ici, x1 égale x2 égale moins b sur 2a. Donc si delta égale 0, on a une racine double. Pourquoi double? Parce qu'on la rencontre deux fois. On la rencontre avec ce facteur et on le retrouve, cette racine, on la retrouve aussi avec cet autre facteur. C'est pourquoi on parle de racine double. En x1 égale x2 égale moins b sur 2a. Et si delta est inférieur à 0 maintenant, on a dans ce cas ax au carré plus b plus c égale 0, égale a plutôt facteur de x plus b sur 2a le tout au carré moins ce qu'on avait moins dans la forme canonique moins delta sur 4 à carré. Mais delta, il est inférieur à 0, donc signe moins. Inférieur strictement à 0, donc signe moins. Moins devant moins, ça fait moins, ça fait plus. Donc le signe ici, c'est plus 4 à carré est un produit de deux nombres positifs, donc toujours positif. Donc le numérateur, ici on aura un nombre positif. Parce que ça c'est négatif, avec le signe moins qui est devant, ça devient positif. Donc, ce qui est là, finalement, c'est un nombre positif. Ici, c'est un nombre positif, et ça, c'est un carré, le carré d'un réel. Le carré d'un réel, on sait de vous dire, depuis la classe de 3e, c'est un nombre positif. Un carré d'un réel est toujours positif. Donc, ceci est un nombre positif, auquel on ajoute un nombre positif. Ça veut dire que ce sera forcément strictement positif. D'accord? On fait la somme de deux nombres positifs. Delta. On sait qu'il est inférieur strictement à 0, donc son opposé, c'est un nombre supérieur strictement à 0. Donc ça, au moins, on sait que c'est un nombre supérieur strictement à 0, auquel on ajoute un nombre qui est positif, autrement dit qui peut être
plus grand que 0 comme égal à 0. De toute façon, si lui est égal à 0, celui-là ne peut pas être égal à 0 parce qu'on a dit que delta étant strictement négatif, son opposé sera strictement positif. Donc supérieur strictement à 0. Donc on aura un nombre supérieur strictement à 0 auquel on ajoute un nombre positif. Ce sera un nombre supérieur strictement à 0. Donc puisque le nombre ce produit est supérieur strictement à 0, on ne peut pas avoir de racine. Pour avoir la racine, il faut qu'il soit égal à 0. On ne peut pas l'avoir. Donc si delta est strictement négatif, pas de racine du tout. Donc les trois cas que nous avons, soit si delta est positif, strictement positif, on a deux racines distinctes. Si delta est égal à 0, on a une racine double. Si delta est inférieur strictement à 0, pas de racine. Mais maintenant, 4 somme et produit des racines. On a les racines lorsque delta est supérieur strictement à 0, bien lorsque delta est égal à 0. Mais si delta est supérieur à 0, alors on avait dit x1 égale moins b moins racine carrée delta sur 2a. Et x2 égale à moins b plus racine carrée delta sur 2a. x1 et x2, elles ont le même dénominateur, donc la somme aura le même dénominateur. Et aura pour numérateur la somme des numérateurs. Moins b moins racine carrée delta, plus moins b plus racine carrée delta. Mais moins racine carrée delta plus racine carrée delta s'annule, ça donne 0. Donc il sera moins b plus moins b, ça fait moins 2b sur 2a. On simplifie par 2, ce sera donc moins b sur a. Donc ça me donne la somme des racines lorsque delta est supérieur strictement à 0, c'est moins b sur 2a. Moins b sur a, excusez-moi, moins b sur a. Maintenant, et le produit, on a appelé ici p. C'est x1, x2, le produit de x1 par x2. x1 c'est moins b moins racine carrée delta sur 2a. L'autre c'est moins b plus racine carrée delta sur 2a. On fait le produit. C'est le produit des numérateurs sur le produit des dénominateurs. 2a fois 2a sera 4a au carré. 2 fois 2, 4, a fois a au carré. Moins b moins racine carrée de delta facteur de moins b plus racine carrée de delta, c'est la forme a moins b facteur de a plus b. Son développement c'est a au carré moins b au carré. Moins b au carré c'est la même que b au carré. Moins racine carrée de delta au carré, ça fait delta. Ça fait donc b au carré moins delta sur 4a carré. Mais delta, on sait que, parenthèse, c'est b au carré moins 4ac, le discriminant. Maintenant, si on enlève les parenthèses, on change de signe de chacun des termes des parenthèses. Ça fait b au carré moins b au carré, ça fait 0. Moins 4ac, ça fait plus 4ac. Donc il sera plus 4ac sur 4a au carré. En simplifiant par 4 et par a, ça donnera c sur a. Ça, c'est lorsque le discriminant est supérieur strictement à 0. Maintenant, si le discriminant est égal à 0, on a une racine double, hein? x1 égale x2 égale moins b sur 2a. On a donc x1 plus x2, ce sera 2 fois moins b sur 2a, puisque c'est le même. C'est une racine double. Ça fait donc 2 fois moins b sur 2a. En simplifiant par 2, on aura moins b sur a. Et p, le produit, mais puisque c'est une racine double, c'est x1 qu'on retrouve sur x2, c'est x1 au carré. x1 au carré, c'est moins b sur 2a, le tout au carré. Égale b au carré sur 4a carré. Mais attention, on avait dit que delta, quand on a une racine double, delta égale à 0. Autrement dit, le discriminant c'est b au carré moins 4ac est égal à 0. Ça veut dire que donc b au carré égale 4ac. Donc en remplaçant ici par b au carré par 4ac, on aura donc c'est 4ac sur 4a carré. En simplifiant par 4a, ça nous donnera c sur a. Donc, dans tous les cas, si on a des racines, que ce soit une racine double ou bien deux racines distinctes, la somme des racines est égale à moins b sur a et le produit des racines est égal à c sur a. On va traiter un exemple. Bien, ici donc 5, on dit retrouver l'équation quand on connaît la somme et le produit des racines. Mais on sait que le trinôme du second degré, c'est x au carré plus b plus c. Comme on avait l'habitude de faire jusqu'ici, c'est a facteur de x au carré plus b sur ax plus c sur a. Donc égale a facteur de x au carré plus b sur soustraire. On s'est développé depuis la 6e, c'est ajouter l'opposé. Mais ajouter aussi, faire l'addition, c'est retrancher l'opposé. On retranche l'opposé. Donc la somme, c'est retrancher l'opposé de ça. L'opposé de b, c'est moins b. Donc ça fait moins b sur a, x plus c sur a. Mais pourquoi on a mis moins b sur a? Parce que dans la somme, on a somme égale moins b sur a. Encore, ça fait donc ax au carré. S, c'est pour somme, c'est pas 5, hein, même si j'écris mal. C'est moins sx, x au carré moins sx. Et c sur a, c'est le produit, plus p. Le produit des racines. Donc, ici,